Bonjour à tous, bienvenue au Défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Fabre-Bernadette qui a relevé le défi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de la tribune qui a tant défrayé la chronique des militaires. Vous êtes même le rédacteur, officiellement. Absolument. Et officieusement aussi d'ailleurs. Racontez-nous l'itinéraire de cette tribune, parce qu'elle a pris des proportions démesurées alors qu'elle était passée, non pas inaperçue, mais elle était relativement confidentielle au moment de sa publication, initialement le 14 avril, sur le blog Place d'Armes. Alors, en effet, au départ, c'est rien, c'est pas grand-chose. Au départ, c'est une idée à partir du livre, donc les damnés de la France. J'ai voulu faire un raccourci et j'ai voulu l'adapter aux militaires parce que j'ai pensé que les militaires étaient peut-être plus enclins que d'autres à sentir ce désespoir qui était en train de monter dans le peuple français. Et là, on a eu la baraka. On a eu une baraka énorme, et je tiens à remercier d'ailleurs Monsieur Mélenchon, le gouvernement français, pour leur effort vis-à-vis de nous. Agnès Pannier-Runacher. Alors celle-là, je l'adore. C'est celle qui vous a réduit à un carteron de généraux charentaises. Oui. Mais alors là, j'ai une formule, je peux vous la réciter, hein, elle est marrante. Mon idée, c'est de dire oui, c'est vrai, on est en charentaise, à notre âge, on est en charentaise. Sauf que il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, on était en Rangers. Et que en Rangers, eh bien, on marchait avec les Rangers, on courait avec les Rangers, on sautait avec les Rangers, et des fois on plongeait même avec les Rangers. Et ceci pour la France. Alors on a peut-être le droit aujourd'hui de pantoufler un peu. Et nous, en tous les cas, on arrive à un moment où on pantoufle, alors que elle, je pense qu'elle va pantoufler bientôt. Voilà, c'est ça la différence. Mais dans un autre sens. Certainement. Mais quelle est votre légitimité? Vous avez quitté l'armée il y a plus de 30 ans, après une carrière donc dans l'armée de terre, puis dans la gendarmerie. En quoi votre parole, malgré votre engagement lointain, vaut-elle plus que celle d'un citoyen lambda, civil en tout cas? Écoutez, moi je vous dirais, allons au résultat, hein. Vous avez vu ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné. J'ai toujours été, même quand j'étais étudiant à Toulouse notamment, à Sciences Po ou autre, j'ai toujours été engagé par rapport à cette idée d'un pays qui me passionne, d'une culture qui me passionne, du politique qui me passionne. Pas la politique, hein, le politique, c'est-à-dire plus la philosophie politique. Et je pense qu'à un moment donné, le raisonnement va jusqu'au bout quand vous vous dites où en est le pays aujourd'hui. Et le pays aujourd'hui, moi, c'est très simple. Le constat, c'est, en 20 ans, combien a-t-il changé? Il a changé énormément. Il change pratiquement tous les ans, il change à une vitesse surmultipliée. Imaginez dans 20 ans où il sera. Donc, avant qu'on en arrive dans 20 ans, où ça sera pour moi une explosion qui peut engendrer une guerre, attention, hein, parce que je me méfie maintenant tout ce qu'on a dit par rapport au texte, qui peut engendrer une guerre civile, je pense qu'à un moment donné, il fallait tirer la sonnette d'alarme, il faut faire sonner le tocsin, quoi. Et vous la tirez en des termes qui sont lourds de sens, qui sont durs. La lettre ouverte à nos gouvernants commence par « l'heure est grave ». Ensuite, vous listez donc un délitement que vous attribuez à un certain antiracisme, à l'islamisme et aux hordes de banlieue, à la prise de pas par la haine sur la fraternité des manifestations, notamment des Gilets jaunes. Vous appelez ensuite les dirigeants que vous interpellez à trouver le courage nécessaire pour prévenir une explosion, c'est vos termes, et peut-être l'intervention de vos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Oui. Alors, on reviendra plus tard sur cette phrase qui a mis le feu aux poudres, mais je voudrais d'abord qu'on s'attarde sur le constat qui est quand même très noir. Est-ce que vraiment il n'y a rien à sauver de ce délitement, l'imposer comme un argument d'autorité, mais tout n'est pas si noir, non? Alors, tout n'est pas si noir. Jamais tout est noir. Vous avez toujours des choses, des zones claires. Quand vous regardez le ciel, je connais pas un ciel totalement noir, sauf la nuit. Mais on n'en est pas encore arrivé là. Mais je crois que il y a les signes.
je vais vous dire, les signes, c'est pas des signes, par exemple, d'agression violente. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Il y en a énormément. Mais c'est les petits signes. C'est-à-dire le petit cambriolage. C'est-à-dire le vélo qu'on pique. La voiture, le cabas de la vieille dame qu'on prend. Et ça, c'est à des proportions considérables. J'ai reçu un tweet ce matin d'un ami que je salue d'ailleurs, policier, et qui me disait, tu sais, nous, à la police nationale, tous les soirs, il y a 100 voitures qui brûlent. Police nationale, c'est-à-dire qu'on ne compte pas la gendarmerie. La gendarmerie, vous devez multiplier par 2, pratiquement entre police et gendarmerie. Ça fait à peu près 200 voitures. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que c'est le syndrome du voleur chinois. Vous poussez petit à petit le pion, on le voit pas qui bouge. On n'a pas l'impression qu'en effet ça va plus mal. Sauf qu'à un moment donné, il va jusqu'à tomber. C'est-à-dire jusqu'à l'implosion, jusqu'à l'explosion. Et je crois que ça c'est en train de germer. Et demander aux Français. Si les Français ont répondu massivement pour nous soutenir, c'est bien que eux le constatent tous les jours. Vous savez combien il y a de cambriolages par jour, hein. Il y a un cambriolage à peu près toutes les 30 secondes maintenant en France. On va arriver à des choses énormes. Et ça devient une habitude. Je vais reprendre un autre exemple. Les gardes à vue. Avant une garde à vue, quelqu'un qui était mis en garde à vue, il venait au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, il était menotté, il disait rien, ou il disait quelque chose, mais enfin ça se passait correctement. Maintenant, les gardes à vue, c'est absolument plus ça. Les gens arrivent, ils vous insultent, ils essayent de faire semblant que vous les avez frappés, donc ils se mettent à se cogner la tête sur la table ou ainsi de suite, et à vous cracher dessus. Tant et si bien d'ailleurs que, par exemple, dans les brigades de gendarmerie que je connais, il y a une caméra qui a été mise en place de telle manière à dire, voyez, c'est pas nous, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur le reculoir. Et toute structure, toute mini-structure est sur le reculoir. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait que ça peut basculer. Et alors, le constat est rejoint et partagé par une partie importante de la population. Une autre partie, on y reviendra, le récuse. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui pourraient s'accorder sur le constat, mais qui considèrent que vous utilisez des mots qui sont quand même des chiffons rouges et qui...